Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vous faites bien de nous choisir. Merci de votre fidélité. Nous sommes mercredi, nous sommes le 7 mars 2018. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous regardez aussi à la télévision du côté de Bokeh. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe, nous vous souhaitons la bienvenue. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Les femmes de Guinée, à l'instar de toutes celles du monde. En fait, demain, jeudi 8 mars, au cœur de la célébration de cette année, ici en Guinée, défis et opportunités pour les femmes rurales pour être autonomes et sur un plan plus général pour les femmes, pour réduire donc les inégalités entre elles et les hommes. Chaque année, on en parle. Pour y arriver, les autorités guinéennes entendent aider plus de femmes donc à avoir accès au microcrédit. L'expérience de MUFA, on en parle encore une fois ce matin, étant une source de motivation par les résultats produits sur le terrain. Au-delà de cette problématique, il faut dire que cette fête intervient dans un contexte de recrudescence de violence de toute nature contre les femmes. Comment l'État compte-t-il employer à améliorer la condition féminine en Guinée? Nous essayons de poser cette question ce matin à Madame Diaby Adia Maria Massila. Elle est ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine de l'enfance. Elle sera en direct ce matin chez Les Grandes Gueules. Marche blanche des femmes de l'opposition guinéenne ce mercredi ici à Conakry. Elle est destinée en théorie à dénoncer les nombreux cas de victimes humaines et de violations de droits de l'homme enregistrés en Guinée à marge donc des crises sociopolitiques à répétition que le pays a connues depuis l'avènement du régime Condé. Et quel message fort ces femmes entendent-elles délivrer à cette occasion? Madame Ba Maïmouna Diallo, présidente du comité national des femmes de l'UFDG, ancienne ministre, vous allez l'écouter ce matin chez Les Grandes Gueules. Ce sujet que l'on a débattu hier, on revient encore une fois ce matin. La Cour constitutionnelle secouée à l'intérieur par un bras de fer engagé par un groupe de conseillers contre leur président, Khalifa Sall, en cause le renouvellement du tiers des membres de l'institution s'appuyant sur des dispositions constitutionnelles. Le président Khalifa Sall pensait avoir bien agi en y procédant donc le lundi 5 mars. C'était sans compter avec l'opposition de ses pairs conseillers. Outre le fait qu'il conteste donc la procédure, ces derniers annoncent avoir destitué Khalifa Sall. La présidence de la République est déjà saisie du problème. Que disent les textes de loi au sujet du processus de renouvellement d'une partie des membres de la Cour constitutionnelle? Nous posons cette question ce matin. Quel enseignement peut-on tirer de cette situation? Monsieur Salifou Silla, ancien ministre de la Justice, ancien membre du CNT, Monsieur Mamadi Kaba, il est le président de l'UNDH, et Elhaj Selou Dalen Diallo, président de l'UFDG. Vous allez les écouter ce matin chez les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Nous sommes ici là, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous Madame Yoruba. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Grève du SLEG, comment en sortir? Quelle approche de solution mon cher Titi? Oui, mais ce sont des questions aujourd'hui qui taraudent tous les esprits. Ouais. En Guinée, on est presque à un mois de grève. Ouais. La grève a été déclenchée le 12 février. Et nous sommes le 7, donc ce week-end, ça va faire un mois que les enfants de Guinée, du primaire et du secondaire, sont cloîtrés à la maison, sont privés de cours, pour faute d'enseignants, des enseignants donc qui ont décidé de suivre en grande majorité cet appel, ce mot d'ordre de grève qui a été émis par le SLEG conduit par Boubacar Souma. La question donc elle est brûlante. Elle préoccupe les parents d'élèves, elle préoccupe les autorités, elle préoccupe la Guinée en somme. Et la question elle se pose avec acuité, d'autant que les négociations qui se mènent sont au point mort, ne sont pas en train de produire de résultats. Moi j'ai l'impression que à un moment donné, on se réunit à tout moment au Palais du Peuple, et sous la médiation bien entendu du médiateur Mohamed Saïd Fofana et du comité de négociateurs mis en place par le président de la République, avec bien entendu le ministre d'État Tibou Camara. On se réunit tous les jours, mais rien n'en sort. On attend toujours que la fumée blanche émerge du Palais du Peuple, mais pour ma part,
au risque donc de manquer de respect à l'égard de tous ceux qui s'emploient à trouver une solution, pour ma part, c'est un gros théâtre. Les grandes C'est un gros gueules. théâtre. Parce que en réalité, la seule solution, la seule porte de sortie, c'est de payer ces 40%. Ouais. Or, l'État, depuis toujours, l'État a dit qu'il est dans l'incapacité de le faire. Ouais. Or, alors, donc qu'est-ce qu'il faut faire? L'État est dos au mur, l'État met en avant ses difficultés. Il dit que si il concède ces 40% maintenant, il y a un risque, un gros risque que le programme que nous avons avec le FMI et la Banque mondiale, dont une mission conjointe arrive à Conakry le 26 de ce mois, que ce programme donc va aller à volo. Alors, cette inquiétude, ce risque qui plane sur la Guinée, sur ses engagements internationaux, parce que derrière, ce qui va se passer, si ce programme tombe à l'eau, c'est que tous les autres engagements que nous avons dans le cadre des accords bilatéraux avec d'autres pays ou avec d'autres institutions, tous ces programmes vont prendre un coup sérieux. Ouais. C'est ce risque-là que l'État ne veut pas prendre, parce que ça va mettre aussi à l'eau beaucoup d'efforts et de sacrifices qui ont été faits jusqu'à ce moment. Ouais. Donc l'État a mis en avant ces difficultés, mais les syndicats ne veulent pas entendre de cette oreille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Souma et son groupe sont à un tournant aussi décisif de leur combat. Parce qu'aujourd'hui, à ce niveau, moi je vois mal comment Souma et son groupe peuvent lever ce mot d'ordre de grève sans avoir eu gain de cause, ne serait-ce qu'en partie. Ouais. Ne serait-ce qu'en partie. Les grandes gueules. Ils ne veulent pas entendre parler des 10%, les 10% qui ont été déjà payés, m'apprend-on, avec effet rétroactif. Ils tiennent à ces 40%. L'État ne peut pas leur offrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que soit l'État essaie de venir avec des propositions concrètes, parce qu'il dit qu'il ne peut pas payer les 40%. Il faut au minimum proposer un rapprochement des échéances de paiement. Il y a un accord qui a été signé en octobre 2017 qui prévoit que les 40% soient payés sur 2 ans. Donc 10% en février, c'est ce qui a été déjà libéré, 10% au mois d'octobre 2018, 10% en février 2019 et les 10 derniers pourcents en octobre 2019. Je pense que le minimum qui est à faire du côté de l'État, c'est de rapprocher au moins cette échéance. J'ai pris langue ce matin avec le ministre Thibaut Camara, qui est très engagé dans ces négociations, qui m'a dit que les négociations donc, vont être momentanément suspendues. De leur côté, ils vont se réunir avec tous les ministères techniquement engagés, concernés par cette problématique, pour enfin faire une proposition concrète. Et qui va aller dans ce sens-là, rapprocher au moins les échéances. Et je pense que c'est ce que l'État peut offrir. Et de plus, en ce moment, est-ce que les syndicats vont vouloir entendre raison? Je pense que moi, de mon point de vue, si l'État venait à faire une telle proposition, il revient aux syndicats, à mon avis, à ce stade de la crise, d'entendre raison et enfin de pouvoir donc saisir cette solution, cette proposition qui va leur être faite pour enfin lever ce mot d'ordre. Il faut penser aux enfants. Il faut penser à ces enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a un risque d'année blanche. À un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, ils sont très embêtés aussi par cela. Ce sont des êtres humains, ils ont un cœur qui leur parle. Ils sont embêtés aujourd'hui par cette situation, de voir que les enfants de Guinée ne vont pas à l'école. Quel que soit leur entêtement, quelle que soit leur détermination à obtenir gain de cause sur les 40%, pour que ces 40% soient intégralement payés, ils voient aussi que l'avenir de la Guinée, l'avenir de ces enfants est complètement en jeu. Vous avez vu déjà les troupes qui ont commencé à Dabola, Kamsar et dans bien d'autres villes. Il y a un risque que cette cristallisation se généralise et que cela prenne une tournure qu'on ne puisse pas maîtriser. Voilà, Abakar Diallo, en tout cas, que Dieu sauve le pays. Allez-y, Moussa Mouissila. Moi, ma crainte, c'est que véritablement, on soit dans une crise qui n'a pas sa réponse entre les mains de ceux, la même question autour de la table pour la négociation. Parce que, juste, rappelez-vous de ce qui s'est passé hier, lorsque Mohamed Saïd Fofana était dans la salle de négociation avec les syndicalistes. Il a
donc dû recevoir un coup de fil parce que la prise aurait dû reprendre, la négociation aurait dû reprendre après la pause. Ouais. Il a dû recevoir un coup de fil de ceux-là qui s'étaient déjà détachés, je pense des autres négociateurs, notamment Thibaut Camara, pour qu'ils puissent annoncer aux syndicalistes: tenez, les négociations qui auraient dû reprendre maintenant, on ne peut plus les reprendre parce que j'ai reçu un coup de fil qu'au-delà de la réunion qu'ils ont tenue entre eux, ils doivent également aller faire le compte rendu à qui de droit. Et on sait, quand on dit à qui de droit, à qui on pense directement au chef de l'État parce que c'est de lui qu'il s'agit. Alors, moi, j'estime, et je le dis à plusieurs reprises, si on y prend garde, nous sommes déjà, avec tout ce que nous avons comme résultat, nous sommes déjà dans des prédispositions à avoir une année blanche ou une année invalide dans notre pays. Ouais. Parce qu'il y a une différence quand même entre les deux. Le Sénégal a déjà connu une année blanche et une année invalide, je pense en 1988 et en 1994. On peut se diriger vers la même chose parce que une année qui est pleine, c'est lorsqu'elle répond à un certain nombre de volumes horaires de cours dispensés. C'est lorsqu'elle répond à l'exécution de certains programmes. Et même, il y a des données psychologiques qui rentrent en jeu. Alors, si tout cela n'est pas réuni, je pense qu'on ne peut pas, au nom d'une volonté de proposer ou de mettre à la face du monde que la Guinée va très bien, on ne peut pas forcer la situation et passer comme ça de but en blanc sur l'avenir des enfants. Il va falloir qu'on prenne un peu de recul et qu'on fasse très attention. Ce qui fait que la crise piétine jusqu'à ce jour, c'est l'élément central dont Thibaut Camara a parlé hier. Les premiers ennemis, les premiers adversaires de ceux-là qui ont la volonté, du petit nombre, du petit groupe qui a la volonté autour du chef de l'État de démêler les chevaux, leurs premiers ennemis ne sont pas de l'opposition républicaine. Ils ne sont pas au sein des syndicalistes. Ils sont au sein même du gouvernement. Ils sont dans l'entourage du chef de l'État. Parce que tout simplement, chacun voudrait que ce soit lui qui s'approprie la paternité de la sortie de crise. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Hier, alors, il a craqué en direct dans cette émission, Thibaut Camara. On a écouté Moussa Moïsila. Donc ça rend, ma foi, les négociations assez difficiles. L'autre question que je me pose, quelle est l'incidence d'accorder les 30%, parce que 10% ont déjà été payés, les 30%, lorsqu'on les accorde directement aux syndicalistes, c'est quoi l'incidence réelle sur le budget national, sur le trésor national? C'est la question que je pose aujourd'hui. Est-ce que les grandes gueules de 600 milliards, sincèrement, je pense que au nom de la paix, au nom de tout ce que nous vivons, vous n'êtes pas sans savoir que si nous continuons ainsi, si nous additionnons tout ce qui est perdu par jour, tout ce que l'économie perd en termes de ralentissement, vous voyez un peu la paralysie à laquelle nous assistons, il y a un climat délétère qui règne. Ben, si vous faites l'addition de tout ce qui est perdu par jour à cause de cette crise, je pense qu'on va dépasser même le stade de ces 600 milliards. Ouais. Ça ne veut pas dire que forcément il faut payer. Carrément, presque un mois. Là. Voilà, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut payer les 600 milliards. Mais je dis, l'État est fort, l'État avec de la volonté peut faire quelque chose. Ouais. C'est mieux de le faire que de croiser les bras et qu'on puisse être comptable d'une situation plus catastrophique que de payer les 600 milliards. Et au-delà de tout, il faut que le chef de l'État comprenne. Lorsqu'on est président de la République, je ne vous dis non pas conscient parce que je sais que c'est lui qui est au pouvoir, mais j'analyse quand même certains actes qu'il pose et cela me désole. Lorsqu'on est président de la République, on écoute tout le monde, mais on prend seul la décision. Il ne marche pas, il ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'il est revenu de son PNDS du côté de Paris, c'était directement la guerre devant la presse francophone, ou du côté du palais sécoutorial, en invitant des syndicalistes véreux au palais sécoutorial qui ont eu des propos assez caustiques à l'égard de l'autre groupe dissident. Et tout cela a contribué à envenimer la crise en y mettant dans tout ce lot touffu la presse guinéenne. Ça n'a pas fait avancer les choses. De telle sorte qu'on n'a pas pu profiter du temps mort qui nous a été accordé, qui leur a été accordé par le travail assez bien fait des religieux. On a laissé passer le temps. On a fait sortir assez de fonds pour financer la campagne électorale, pour corrompre les gens, pour dilapider des fonds. Et voilà, en reportant la crise, ça veut dire qu'il y a une date à laquelle la crise va revenir. Et c'est ce que nous avons en face de nous maintenant. Donc je pense que l'État, le chef de l'État doit prendre la mesure de la situation en prenant des actes forts. Moi, sa place, ceux-là qui
doivent constituer pour moi une sorte de digue pour ne pas que des tsunamis puissent venir m'envahir. Lorsqu'ils ne sont plus capables de jouer ce rôle de forteresse, je prends mon stylo et je les dégamme. Parce que c'est cela aussi le rôle de ces ministères. Lorsque j'ai un Premier ministre qui est champion, chantre du dialogue social, qui ne peut plus être écouté par les partis, qui est désavoué par les partis prenant à cette crise, qui ne veulent pas le voir autour de la table, qui ne veulent pas l'entendre. Lorsqu'on a un Premier ministre comme ça, avec une démarche aussi, même pas impliqué. Écoutez, avec une démarche aussi nonchalante, en tant que chef de l'État, c'est moi qui ai bénéficié de la souveraineté populaire, je prends mon stylo et je l'enlève. Je pense que ces actes forts, on ne peut pas être en face d'une crise aussi profonde et que le chef de l'État ne comprenne pas que c'est parce que l'équipe, un certain nombre de personnes qui l'entourent n'ont pas pu jouer leur rôle. C'est parce que certains ont failli que nous en sommes là. Les Ceux qui sont aujourd'hui autour de la table, ma foi, ce n'est pas leur responsabilité. Thibault a quoi à voir dans la crise de l'enseignement? Qu'est-ce que Gassama y a à voir au-delà de l'aspect citoyenneté et unité nationale? Qu'est-ce que Cheikh Talibi s'il a fait autour de tout cela? Mais ils viennent payer. Il fait le travail. Ils viennent en pompier. Ils viennent en pompier parce que tout simplement les autres n'ont pas pu faire. Comme d'habitude, hein, Thibault, on a vu aussi quand il y avait eu l'autre grève, évidemment, où il a dénoncé carrément à dire qu'il y avait les businessmen de la crise. Bien entendu. Bien entendu. Mais bon, on a compris la direction, évidemment. Mais c'est pourquoi j'aime la France. Lorsqu'il y a ce genre de situation, c'est le Premier ministre lui-même qui présente la démission du gouvernement. Si cela ne peut pas être fait ici, puisqu'on connaît ceux qui ont permis à la crise de s'envenimer, le chef de l'État doit prendre des actes forts en attendant de répondre aux désiderata des syndicalistes. Il faut les dégommer. Allez-y, Moussa Hiro. Pour dégommer, comme on appelle Mamadi Yula, faudrait-il qu'il y ait de la volonté d'avoir un homme vraiment de conviction, un homme qui puisse tenir tête au président de la République, lui dire ces quatre vérités quand rien ne va. Mais si justement il a besoin de quelqu'un, un béni oui qui obéisse à tout ce qu'il veut, à tous ses désirata, je pense qu'il ne sera pas dégommé, il restera là un homme, une sorte de fictif au sein du gouvernement, et c'est malheureusement une situation à laquelle on est en train d'assister. Moi, ce que je déplore, c'est le report des crises en Guinée. Je pense que cette situation n'aurait pas dû arriver. Parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, l'année scolaire 2016-2017, quand il y a eu ces mouvements ici, on a assisté à quelque chose d'inouï, d'incroyable. Au niveau même de l'autoroute, on a vu des mouvements qui ne disaient pas leur nom, des jeunes qui ont allumé le feu un peu partout, qui ont envahi la chaussée ici. Et on se souvient qu'on avait obtenu, qu'il y avait eu malheureusement, cette année encore, 8 morts. Et c'est en ce moment qu'on a reporté cette crise en disant qu'au mois de septembre de l'année 2017, comment on appelle, le dialogue allait être relancé avec les syndicalistes. C'est en ce moment que la grève a été suspendue avec les balatos parce qu'on avait espéré jusqu'à la dernière minute qu'on pouvait obtenir gain de cause. En ce moment, ça n'a malheureusement pas été le cas. Et au lieu de trouver une solution au problème, on a décidé de dispatcher les syndicalistes, comment on appelle, à l'ouverture de l'année dernière, en 2017. Et malheureusement, c'est ce qui a suscité le problème auquel on est confronté aujourd'hui. Et c'est le deuxième mois que nous perdons. Au cours de l'année scolaire, normalement, on a 9 mois de cours. On a perdu déjà 2 mois. Est-ce qu'en 7 mois de cours, on peut réellement évaluer les enfants à la hauteur de... Parce que est-ce que les cours peuvent réellement être dispensés comme cela? Juste pour ajouter, les grandes gueules. Selon le calendrier du ministère de l'Éducation, il était prévu au mois de mai la tenue des examens nationaux. Justement, au mois de mai. Justement. Donc, ça veut dire qu'on est complètement à l'étroit même de ce programme. On sort du programme parce que cette année, on a ouvert les classes en septembre. Ça, c'était justement pour qu'au mois de mai ou plus tard, les examens puissent être évalués. Et c'est par rapport à cela déjà que les parents d'élèves, certains parents d'élèves, surtout ceux qui ont leurs enfants dans le privé, se sont programmés pour échelonner leur paiement, les frais de scolarité des enfants. Mais déjà, on a perdu 2 mois de cours. Ça, c'est à supposer que nous puissions, par exemple, trouver une crise, une issue à la crise à ce week-end-là. Mais déjà que les syndicalistes menacent eux-mêmes de se retirer ce week-end s'il n'y a pas d'issue à ce problème. Moi, je me demande comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Bien. Au lieu de trouver une solution à un problème, éviter de reporter les grandes gueules. Ça reviendra toujours à la figure. C'est le cas que nous sommes en train de vivre. Moi, j'ai changé hier avec une enseignante qui me parlait une enseignante du primaire qui me parlait de son salaire. Je me suis permise, parce que c'est une amie, je vais l'expliquer un peu. Elle prend 1 800 000. Imaginez que ce soit un homme, parce que, bien entendu, dans l'esprit des gens ici, c'est l'homme qui tient la famille et tout, même si aujourd'hui les choses sont en train de changer. Les grandes gueules. Alors,
Un homme qui a par exemple, qui prend 1,8 million, qui paye 500 000 comme frais de location, la mensualité pour le mois, c'est le minimum. Quand tu enlèves 500 000 de 1,8 million, il te reste combien? Il te reste 1,2 million, sans parler des frais de scolarité des enfants, sans parler des frais de santé, le manger, la dépense quotidienne pour une famille qu'on dirait extrêmement pauvre, c'est 15 000. Ça, c'est guinéen, ça. Imaginez. La nourriture. Non, mais c'est Les grandes gueules. qu'il faut dire. Vous enlevez, pour quelqu'un qui n'a rien du tout, Lamine, tu enlèves 15 000 par jour, sans parler du sac de riz qui coûte près de 300 000 francs guinéens. Bien. Qu'est-ce qui va rester à cet homme-là qui a toute une famille, sans oublier les imprévus, tous les problèmes qu'on peut avoir. Bien. Et cette dame, je vais vous dire, pour essayer de joindre les deux bouts, elle vend du ginger à l'école là-bas. Les grandes gueules. Dans la glacière parce que les 1,8 million, c'est pas recommandé, c'est pas normal, mais pour joindre les deux bouts, elle est obligée de prendre sa glacière tous les jours pour l'amener avec elle à l'école. Oui, il faut essayer de trouver une solution pour les enseignants. Tant que ça peut aider à joindre les deux bouts, je pense qu'il n'y a aucune honte à le faire, à vendre du ginger ou du bissap. Mais ce que je voulais rajouter, c'est très important, le système D. Le système D, il se fait partout dans le monde. Oui. Il faut savoir avoir d'autres petites sources de revenus sous la main, c'est extrêmement important. Ce que moi je voulais rajouter, c'est que Moussa insistait sur le fait que le président de la République, dans une situation aussi grave, ne peut pas rester amorphe, pratiquement sans agir. C'est dommage que son adresse à la nation ne soit pas entendue. J'en parlais avec un responsable de l'État hier. Pour ma part, son discours, on l'a assez dit hier, le message n'est pas passé parce qu'il avait appelé à une trêve sociale qui a été rejetée. Par le SLEG notamment. Parce que le principal destinataire de ce message, c'était le SLEG. Il y a les autres partenaires sociaux, le patronat et d'autres centrales syndicales, mais les autres centrales syndicales qui ne sont pas encore exprimées. Parce qu'on oublie une chose. Aujourd'hui, Souma qui est en train de tenir la dragée haute à l'État, et si jamais Souma venait à réussir à obtenir, donc à faire capituler l'État, permettez-moi d'imager les choses comme ça. Si Souma réussissait donc à le faire, et vous imaginez que c'est Souma donc qui va passer devant la classe ouvrière de Guinée comme donc le champion, le leader naturel donc de toute la classe ouvrière, l'homme en qui il faut faire confiance pour faire prospérer ses revendications. Cela voudra dire que les autres leaders syndicaux sont désormais donc vont se retrouver à la poubelle. Amadou Diallo, Balato et tous ces vieux syndicalistes, d'ailleurs qui sont à la retraite au niveau de la fonction publique, ils vont complètement être balayés. Ils vont devoir quitter la scène. Donc on est aussi dans cette bataille-là entre les différents leaders syndicaux. Donc c'est ce qui fait que les autres aussi sont à l'attente. Donc imaginez que Souma aussi soit amené à lever ce mode de grève sans avoir eu gain de cause. Donc, il ne peut pas se le permettre parce que, en ce moment, si cela arrivait, il va lui aussi complètement disparaître. Donc, il y a ce combat-là qui se mène entre les différents syndicats. Mais ce que je voulais dire, je pense que jusqu'à ce week-end, il faut que l'État fasse quelque chose pour arriver à trouver une solution à cette crise. Parce qu'au-delà, on ne peut plus gérer cette crise. Parce que ça va faire un mois ce week-end que les enfants de Guinée sont privés de cours. Soit on décide, pour ma part, de trouver une solution d'ici le week-end. Le pouvoir vient avec des propositions concrètes d'ici vendredi, des propositions sur la table. Et en ce moment, on verra quelle est leur teneur. Et en ce moment, tout le monde verra qu'est-ce qu'il faut, quel appel il faut lancer aux différents SLEG par rapport un peu à la problématique qui est posée. Si on n'arrive pas à le faire, si l'État est dans l'incapacité de le faire, donc de faire des propositions de sortie de crise concrètes, en ce moment, moi, j'en appellerai pour une année blanche. Une année blanche carrément, quitte à décréter cette année blanche pour permettre aux uns et aux autres donc, de pouvoir retrouver leur esprit. On aura 3 mois, 4 mois, on va les mettre à profit, plus les vacances, pour pouvoir résoudre cette crise qui frappe l'école guinéenne, pour pouvoir la résorber en profondeur. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots et des perspectives. C'est une perspective qui s'offre à tout le monde. Si on ne peut pas donc résoudre cette crise d'ici à ce week-end, je pense qu'il faut aller à cette solution. Elle est douloureuse, certes, mais il faut libérer tout le monde pour que
on prenne le temps de construire un schéma assez adéquat qui puisse donc convenir à l'école guinéenne et qui puisse satisfaire à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de cette perspective-là. Si on ne s'entend pas, l'État n'est pas dans la possibilité de le faire. Allons-y à cette année blanche. Voilà, allez, on va essayer de partir au port autonome de Conakry. Débrayage hier. Moussa Moïse, là, vous avez mené cette enquête, mon cher ami. Oui, on a été l'un des premiers à sonner donc l'alerte pour que l'opinion publique soit informée de ce que se tramait. Je pense que la révolte dit à la grogne des travailleurs, de ces ouvriers du port autonome de ce vrai gens, nous donne donc raison, parce que la directrice du port, elle avait du mal. Elle avait vraiment du mal. Elle a été obligée de sortir de son bureau puisque les ouvriers sont montés jusqu'à l'étage pour vraiment lui demander des explications par rapport à ce que se tramait. Donc, elle a dit qu'elle a entendu comme eux des murmures autour de la signature d'un tel contrat et que pour l'heure, rien de concret n'a été déposé sur sa table. Donc, elle attend d'être saisie. Elle a avoué qu'il y avait un projet comme ça. Elle a quand même parlé d'un projet du chef de l'État, d'un projet de modernisation. Les grandes gueules. Non, mais moi, je modernisation, selon les informations que nous avons, elle est bien au courant et je pense qu'elle est dans le coup même. Elle est dans le coup et je pense qu'elle ne peut pas se dédouaner comme ça. Mais cette dame. Si elle est dans le... elle ne peut pas se dédouaner comme ça. C'est trop facile. Si Awa Touré est dans le coup, ça veut dire qu'elle souffle le chaud et le froid. Et cela risque de l'emporter. Pourquoi en apparence. Cela risque de l'emporter. Pourquoi? Parce que si ce que j'entends est vrai, le port autonome, mais les commandes ne seront plus tenues par des Guinéens. Les commandes seront tenues par des Turcs. L'administration sera presque à 100% presque turc. Et il va falloir aussi que Awa Keita, plutôt la directrice du port, donc j'ai dit Awa Touré, et aussi il y aura, je pense, on me parle de 300 personnes seulement dont ils auront besoin au niveau des nationaux, des Guinéens, mais imaginez le nombre de personnes qu'il y a, les camionneurs qu'il y a au port autonome, les dockers qu'il y a au port autonome. C'est bon de pouvoir mécaniser tout cela en vendant un port autonome assez moderne et tout cela. Qu'est-ce qu'on nous a pas vendu lorsqu'on voulait annoncer Bolloré? Qu'est-ce qu'on nous a pas dit des bienfaits, des dernières technologies sophistiquées qu'on n'a pas dans d'autres ports qu'on allait nous amener ici? C'est de la poudre aux yeux, c'est pour nous vendre la marchandise. Après, lorsque vous achetez, vous voyez complètement le contraire sur le terrain. C'est ce qu'on nous dit. On va vous changer complètement tout cela. Là où 10 ouvriers travaillent, c'est désormais une machine qui va le faire. Mais en attendant, ces 10 ouvriers, chacun a derrière lui au moins 10 personnes à nourrir. Il va falloir que l'État pense à cela. Et puis le caractère, l'environnement dans lequel tout cela s'est passé, c'est ce qui a créé tout ce trouble. Pourquoi vous faites ça entre quatre murs? Pourquoi en cachette? En coulisses. On dirait des gangsters. Le ministère de tutelle, c'est quand même le ministre Oyeguilavo, le ministère des Transports. Il n'a pas fait de communication. On n'a pas entendu la directrice du poste qui aurait pu anticiper tout cela en faisant un communiqué. Le chef de l'État lui-même, pourquoi c'est directement rattaché à la présidente de la République? Je le dis pourquoi. Autour de la table, il y avait quand même l'un des conseillers, M. Dem. Pour quelle raison? Voilà. Donc moi, j'estime qu'il va falloir qu'on ne donne pas l'impression que dans ce pays-là, il y a une course à l'enrichissement illicite. C'est ce à quoi je crois aujourd'hui. Les grandes gueules. À chaque fois qu'il y a des crises en Guinée, certains font semblant d'œuvrer pour que la crise prenne fin. Mais ils font une sorte de thésaurisation de côté parce qu'ils se disent que ça peut s'enflammer à n'importe quelle seconde. Vaut mieux que je mette mes capitaux à l'abri. Les grandes gueules. En attendant, nous qui ne pouvons pas avoir ces bras longs pour aller de l'autre côté, pour aller nous abriter, mettre à l'abri nos familles, nous allons en pâtir ici. Donc il va falloir qu'une déclaration soit faite par rapport au port autonome de Conakry parce que ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse arracher tout cela des mains des nationaux au nom d'une soi-disant modernisation du port autonome de Conakry. Il y a déjà quelques avancées qui ont été constatées avec des accords commerciaux avec le Mali et tout cela. Tout n'est pas rose au port autonome, mais ça peut avancer s'il y a un contrôle, un suivi derrière. Justement. Mais de la sorte... Et qui parle de femmes parle de rigueur. Il y a eu beaucoup d'espoir du côté du port autonome de Conakry, sauf là... on tombe papatra. Il y a deux directrices. C'est pas elle qui est en train de signer le contrat là. Ça part de Sékou Touré, c'est pas une dame qui est à Sékou Touré. C'est M. Alpha Condé qui est là-bas. Mais non, Madame Hiro, c'est trop facile. Non, mais c'est trop facile. Honnêtement, c'est trop facile. Qu'est-ce qui a été dit? Hier, vous avez vu cette dame. Hier, vous avez vu cette dame à la télé? Oui, je l'ai vue à la télé. Mais attendez, Lamine. On nous apprend que la chose a fuité d'où? L'information est partie d'où? De Sékou Touré. Et vous-même, vous savez que les dossiers se traitent à Sékou Touré.
ça vient de là-bas. C'est quand ça tombe sur la tête. Peut-être ce que je pourrais demander à cette dame, comment on appelle, le conseil que je pourrais donner à chaque personne qui ne se sent pas dans son élément, qui se sent manipulé, c'est peut-être de rendre le tablier. Mais si ça vient de là-haut, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Non. Peut-être qu'ils rendent le tablier, mais c'est pas facile. Ce que je voudrais dire, Lamine, il y a trop de crises qui couvrent dans ce pays. C'est ça le Il y a problème. trop de crises qui couvrent dans ce pays pour qu'on s'en prenne à une femme, à une pauvre femme qui serait au port Lamine, de Conakry. vous avez féminisé le débat. Non, on ne féminise pas le débat. Moi, ce qui m'inquiète ici, on parle du port. Non, on parle du port autonome. Ce qui m'inquiète, c'est ces travailleurs que j'ai écoutés hier. Mais justement, c'est la crise qui couvre là-bas. Il faut trouver la solution au problème. Non, justement, moi je parle de ces personnes. Voilà pourquoi je ne voudrais pas qu'on ramène le débat au niveau de la femme. Trouver des solutions parce que quand, par exemple, quand on fait cette session dont on parle, c'est bien de faire des sessions. C'est une concession. C'est pas une session. Une concession. Maîtrisez le sujet, madame, c'est très important. Les grandes gueules. J'explique un peu le sujet. Lamine, si vous permettez que j'aille au bout de mes idées. Ce que je voudrais dire, des concessions qui ne favorisent pas les Guinéens, qui mettent toujours des gens au chômage, c'est une crise qui est en train de couver. Après, on va de crise en crise. Voilà pourquoi je voudrais qu'on trouve une solution à ce problème. Même si on peut moderniser le port. C'est le souhait de tout pays que les choses s'améliorent, qu'on ait un port autonome moderne qui peut vendre l'image de la Guinée, mais qu'on ne mette pas ces gens-là au chômage. Parce que quand vous mettez des Guinéens au chômage, est-ce que vous pensez que ça peut faire avancer le pays? Ça ne peut pas faire avancer le pays. C'est bien de faire une concession, par exemple, qui rapporte beaucoup plus. Parce que selon les informations, on parle d'une concession qui s'étendrait sur 30 ans, mais qui rapporterait beaucoup plus aux Turcs parce qu'on parle de plus de 80%. La Guinée n'aurait que 5% à gagner là-dedans. Quel est l'avantage s'il faut mettre des fils du pays au chômage, des gens dans la rue? Je pense qu'il faut essayer de trouver une solution. Voilà pourquoi les gens sont tout le temps énervés, parce qu'on estime que les richesses ne sont pas réparties de façon équitable. Moi, je pense que... moi, je pense que, pour en terminer, je pense que... De façon générale, mon constat, c'est qu'en Guinée, nous sommes réfractaires au changement. C'est extrêmement important. Nous sommes réfractaires au changement. J'entends tous ces cris-là qui ont été exprimés. Nous avons entendu hier le responsable syndical du port, M. Cheikh Touré, qui parle même de vente du port. Exactement. Il était sous ses grands chevaux. Mais j'ai fait la remarque que certainement on va parler de l'immeuble Printania un jour. Le problème, c'est que, par exemple, le patrimoine bâti public a pris la résolution de bailler ce bâtiment colonial à une femme d'affaires guinéenne qui va avoir donc un bail de 70 ans et donc elle va faire émerger, je crois, on m'a fait comprendre qu'elle est avec KPC et d'autres acteurs locaux, d'autres opérateurs économiques locaux pour faire émerger 2 immeubles de 30 niveaux chacun à cet endroit, au niveau de Kaloum. Mais ce qui procède d'un programme de modernisation et d'extension donc du patrimoine bâti public qui aujourd'hui ne rapporte pas gros. Vous connaissez le loyer des maisons qui appartiennent à l'État, c'est 150 000, 200 000 par mois. Vous payez l'année avec 1 million, 1,5 million. Aujourd'hui, donc, si jamais ces immeubles-là venaient à pousser, et donc, ça devrait rapporter un peu plus à l'État. Je pense... Non, attends. Je le dis parce que ça peut être un bon programme pour... Les grandes gueules. Cette concession. Attendez, Moussa. J'ai dit ça pourrait être un bon programme. Pour le moment, nous n'avons même pas accès à la concession. Derrière le rideau. Attendez, nous n'avons pas accès à la concession. Donc, moi, j'entends ces cris et tout ça. On dit non, c'est pour vendre le port et tout ça. Mais... il faut prendre le temps. Je suis d'accord avec Mme Yoroke, ça part de Sékou Touré, mais on ne peut pas me dire que cette dame et les 2 premiers responsables du port ne sont pas au courant. On ne peut pas facilement se donner comme ça pour dire non, nous n'en sommes pas informés, les décisions sont prises au palais Sékou Touré. Le ministre Oye Guilavogui est forcément au courant. Le président, quand il prend une initiative dans le cadre de la coopération avec la Turquie, les grandes gueules, une initiative de ce genre, forcément il l'adresse
laisse au ministère, au département de tutelle et à la structure concernée. Donc, ces responsables, le ministre Oyegilavogui, Mme Touré Awaketa et son adjointe, Mme Haribo, ont pris certainement le temps de comprendre les contours. Qui sait si ce sont ces dames-là qui sont même à l'origine de ces révoltes au port? Ça peut être de la mise en scène, de la manipulation. Il faut prendre le temps, c'est extrêmement important. Moi, je sens de la manipulation derrière tout cela. Écoutez, moi, j'estime. Il ne parle pas dans le vide, Titi. Hein. J'estime quand même que c'est mieux. Si elle doit défendre son fauteuil, qu'elle le fasse. S'il faut même la direction, s'il faut confier même la direction générale du port aux Turcs, les grandes gueules, la manutention et tout cela, je pense que elle a le droit de défendre son fauteuil. Je suis pas contre si derrière elle a pu demander que cette grogne puisse voir le jour. Mais quand on parle des Turcs en Guinée, il faut pas prendre cela pour des rumeurs, parce que les Turcs, en tout cas le président Erdogan, a prouvé qu'il a une certaine influence sur le président. C'est pas des démons, les Turcs. Écoutez, s'il vous plaît, pour moi, ce ne sont pas des bons exemples. Ce sont pas de bons exemples. Oui, pour moi, ce ne sont pas de bons exemples en matière quand même de bonne gouvernance, en matière de respect de la liberté de la presse, et j'en passe. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vu la complaisance par laquelle on a été obligé de changer le nom de certaines écoles ici parce que le président turc l'a demandé. Dès lors, on a vu comment est-ce que ça s'est passé pour pas seulement en Guinée, même au Sénégal. Non, s'il vous plaît, mais là-bas au moins on a pu... Je ne vois pas le lien. Là-bas au moins, si je vois le lien, cette politique de complaisance doit cesser. C'est pas parce qu'ils sont turcs qu'il va falloir comme ça tout de suite faire les choses. Qu'est-ce que vous faites de ces ministères qui ont un rôle à jouer, de ces directions qui ont un rôle à jouer? Et qu'est-ce que vous faites de ceux qui travaillent au port qui n'ont pas été informés? C'est pas normal. Moi, je dis... C'est pas une procédure normale. Si ça se passe comme ça sous le rideau, c'est parce qu'il y a des choses à cacher. Pour 30 ans, je pense que quel que soit le nom que vous donnez à tout cela, bail, concession ou que sais-je, c'est de la magouille, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui va recevoir des dividendes couché tranquillement aux Émirats Arabes Unis là-bas. Ouais. Pendant ce temps, du côté de la douane aussi, hein, il y avait Grogne à Bakar Diallo. Oui, mais avec... les grandes gueules. C'est de la folie. Mais non, ce sont des passeurs illégaux. Des plaisantins. Des plaisantins, des bons... Tu dis, mais c'est trop facile quand même de parler comme ça. Comment ça? Comment ça, des bouts en train, tu dis? C'est des passeurs illégaux. Je me suis intéressé à ça. Mais il y a... Comment je... Il y a une guérite, il y a un dispositif quand même nouveau qui a été installé là. Moi, j'ai vu cela l'autre jour. Et donc, c'est pas n'importe qui entre maintenant dans le port. À la douane. À la douane plutôt. Il y a la direction générale et donc qui a travaillé avec les transitaires agréés, les structures de transit agréées pour accorder un certain nombre de badges aux différentes structures pour pouvoir avoir accès à l'intérieur de la direction générale. Mais ceux qui ne sont pas donc ceux qui ne sont pas membres de ces structures agréées n'ont pas de badge. Et ce sont ces gens-là qu'on appelle des passeurs illégaux qui sont venus faire de l'esclandre, du bruit devant le portail. Parce qu'ils ne sont pas contents. Mais ils n'ont pas le droit d'avoir accès au port. Non, mais, ils n'ont pas le droit d'avoir accès à l'intérieur de la douane. Ils n'ont pas qualité à le faire. C'est ce que je veux dire. Ils sont pas agréés. Ils ne relèvent d'aucune structure de transit. Je pense que c'est une sorte de portail numérique. Il faut avoir des badges pour passer tout cela. Et ça a été donné à certaines organisations de transitaires, je pense, bien structurées. Ceux-là qui n'ont pas eu, ces transitaires qui n'ont pas eu, ont donc porté de la voix. Et j'estime que c'est pas vraiment... Il n'y a pas de quoi s'enflammer. Il faut quand même, à un moment donné, qu'on respecte certaines réformes. Il y a eu des réformes qui ont été mises en place par le directeur général des douanes, qui sont quand même à féliciter. Mais aussi, la magouille continue. On sait bien que tout n'est pas rose. Et quand il prend des mesures pour pouvoir limiter tout cela, pour pouvoir limiter la fraude, on ne peut rien avoir contre cela. Par contre, je veux juste rappeler, vous avez vu ces bonnes dames-là qui, comme Moussa Hiro, ont pris en otage le ministre Tal. C'est honteux. Non, vous êtes le représentant ici. Mais moi, je vous dis, pour une fois, elle prend la parole. Ça doit condamner ça, Madame Hiro. On n'en parle pas. Quand même. Vous devez condamner ça, Madame Hiro. Ce qu'elles ont fait, c'est pas normal. Il y a mieux à faire dans la vie que de se battre pour une histoire de pagne. Si, non, mais c'est pas normal. C'était pas une histoire de pagne. Une histoire d'argent. C'était une histoire d'argent. Ça part de là, mais en fait, les bonnes dames, elles voulaient de l'argent. Mais pourquoi? Elles ont offert un spectacle triste et honteux à la Guinée.
C'est dommage. Écoutez, il y a un combat à mener, il y a un sérieux combat à mener sur le terrain par les femmes de se battre pour une histoire de pagne. Mais si par contre, derrière cela, il y a une magouille parce que les dames... Non mais attendez, les dames, je m'interroge. Parce que nous savons comment les choses se passent dans ce pays. Les gens peuvent recevoir de l'argent pour dire que oui, ça c'est dédié à la célébration du 8 mars. On n'est pas obligé pour la fête du 8 mars de porter des uniformes. On peut organiser une activité, faire de la sensibilisation pour l'émancipation des femmes. Mais s'il y a un montant qui est décaissé par rapport à cela et que ce n'est pas utilisé à bon escient, j'aurais pu comprendre. Mais pour une histoire de pagne, franchement, ce n'est pas la peine. Ça ne valait pas la peine. Dans le cas d'espèce, parce qu'on s'est un peu renseigné, j'ai pris langue avec le ministre Tal, il n'y a pas eu d'argent. En fait, il n'y avait pas d'argent. Le ministère n'a pas d'argent. Ce que tous les départements ont dû faire, c'est de tendre, on va dire comme ça, de tendre la main au département des tutelles, le ministère de l'Action sociale. On m'a parlé d'un budget de 2 milliards qui aurait été débloqué aux finances pour ces histoires de pagne. Mais est-ce que le ministère de l'élevage a reçu sa part du budget? Je ne crois pas. Le ministre aurait ordonné à son DAF de se battre pour trouver un peu d'argent sur les différentes lignes qui ne sont pas assez bien loties d'ailleurs. C'est un département très pauvre, la ministre, là il faut le savoir. Ils n'ont pas pu trouver d'argent, mais malheureusement les femmes du département n'ont voulu rien savoir et sont venues séquestrer leur ministre, donc qui a passé un quart d'heure très difficile, qui est resté bloqué dans son bureau, qui ne pouvait pas aller donc à ses rendez-vous. C'est quand même triste. Je peux comprendre qu'elle réclame des pagnes, ce qui était normal, mais de l'argent, où est-ce que le pauvre Tal va aller chercher cet argent à leur donner? Le ministre des Animaux. Allez, on parle, Moussa Moïse Silla, de Cunet ce matin, on revient parce qu'il y a des arrestations. Les grandes gueules. On nous apprend sur Mosaïque Guinée, il y a eu des arrestations. Oui, bien sûr, 6 arrestations. Et j'apprenais que Souleymane Doumbouya a vu son état de santé se dégrader, qu'il aurait même été conduit dans une clinique. Oui, c'est sérieux. Je crois qu'il a très mal pris tout ce qui lui arrive. C'est ce que je disais hier. Il ne va pas sortir l'argument, je n'étais pas au courant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. J'avais dit ici hier qu'il n'est que responsable de communication. Il n'est qu'un chargé de com de Kinet. Moi, je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Je pense vraiment que... Titi, quand même. C'est quoi son rôle? Non, mais est-ce qu'il est le premier décideur? Ils ont mis le grappin. Non, ils ont mis le grappin sur l'Ivoirien. Je parlais aussi du cas de Bouna Yatassay, qui se promène, qui est quand même un des grands responsables locaux de Kinet. Mais Damantan qui a parrainé une des activités. Non, je crois que non, il ne faut pas faire un procès en sorcellerie contre Damantan. Si à un moment donné, on fait appel à une autorité pour parrainer, peut-être qu'il n'est pas le ministre du Commerce, il a vu que c'est une société qui s'est installée en Guinée, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de vérifier est-ce que c'est... Attendez quand même, c'est ma réflexion. De bonne foi, il peut aller à une cérémonie. Maintenant, la question n'est pas de dire tout de suite qu'il est coupable parce qu'il est venu parrainer. Mais moi, je dis plutôt que c'est le ministre du Commerce qui... Parce qu'il s'agit d'un marketing de réseau en ligne. Et cela revient en premier lieu au ministère du Commerce. Le ministre Marc Yombuno, qu'est-ce qu'il a fait pour savoir est-ce que ces sociétés étaient normalement établies en Guinée? Ce que révèle le colonel Moussa Kiegro, c'est que ces sociétés n'est même pas agréée en Guinée. Elle n'a pas de documents pour pouvoir exercer ce genre d'activité. Je pense que c'est extrêmement grave. Il y a eu de la défaillance au niveau du ministère du Commerce et peut-être à d'autres niveaux, mais on ne peut pas faire de procès au ministre Damantan. Maintenant, les arrestations, je pense que si les premiers responsables sont arrêtés et l'enquête va se poursuivre et le dossier va être transféré à la justice, je pense que M. Souleymane Doumbouya, je ne parle pas pour le dédouaner, mais pour ma part, il est un échelon en dessous des responsabilités par rapport à ce qu'on peut appeler l'organigramme de Kinet en Guinée. Allez-y, madame. Non, mais on est juste lamentable. Personne n'a voulu faire un procès ici à Damantan, mais un ministre de la République, ça ne va pas n'importe où, ça ne répond pas. Moi, je connais, il ne doit pas parrainer n'importe quelle activité. Pour parrainer l'activité d'une société, je pense qu'on doit se renseigner pour savoir réellement... Est-ce que vous savez que Kinet est interdit dans certains pays tels que le Canada, en Australie? Il y a des pays dans le monde
compte qu'ils refusent certaines sociétés parce qu'ils savent que réellement les activités que mènent ces sociétés sont illicites. Je pense qu'en Guinée, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. N'importe qui peut rentrer ici, installer une activité, quelles que soient les sources de revenus, arnaquer ces populations et partir comme si de rien n'était. Parce que sinon, ce qui est arrivé là ne devrait pas arriver. C'est vrai qu'on a mis main sur l'Ivoirien, le responsable de la société ici, mais je voudrais qu'on pousse beaucoup plus les enquêtes. Je vous jure qu'il y a des gens, vous trouverez qu'il y a des gens haut perchés qui sont dans ce lobbying, qui ont permis quand même cette société de s'installer ici. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui en souffrent, dont certains dans ce studio. Ouais, mais écoutez, hein, on parle de 54 milliards quand même, hein, c'est énorme hein, en matière de chiffres, hein, mon cher Titi. Voilà, donc il y a un moment. Plus de 40 millions d'euros. Ouais. C'est beaucoup. Ben, moi, j'estime que quand même, s'il n'y avait pas ces gros parrains, les petits citoyens n'allaient pas y aller. Bah ouais, notamment toi. Moi, quand je vois, je n'accuse pas davantage, mais quand je le vois avec tout le respect que j'ai pour lui, parrainer Cunette, je suis tout de suite pris d'envie d'aller à Cunette. Voilà, donc parce que c'est quand même c'est pas n'importe mais les médias. Non, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous direz des médias qui nous sommes les grandes gueules. Nous avons fait de la publicité pour Cunette. Oui, on a fait de la publicité, mais pourquoi? Parce que nous estimons. Mais alors, pourquoi nous l'avons fait? Pourquoi nous l'avons fait? Alors, ça voudrait dire que nous aussi, on a manqué de responsabilité. On l'a fait aussi bien les radios, les télés que les sites internet. Nous l'avons tous fait. Pourquoi nous n'avons pas pris le soin de savoir est-ce que ces sociétés sont légalement établies en Guinée ou pas? Je pense donc, à quelque part, en faisant de la publicité, en contribuant donc à faire de la promotion pour cette société, on a contribué aussi à cette arnaque, à cette grosse arnaque qui prend les Guinéens aujourd'hui à la gorge. Voilà. Personne ne peut se dédouaner. Allez-y, Moussa. Tu te noies mais assez mal dans un verre d'eau. Parce que moi, ce que tu n'arrives pas à comprendre, les radios et les télévisions n'ont pas pour rôle de donner des accréditations à des sociétés qui s'installent en Guinée. Ouais. C'est pas nous qui gérons le marché guinéen. Ceux qui sortent et entrent du territoire, c'est pas à nous de les contrôler. Nous avons des responsables qui sont habilités à le faire. Eh bien, ce sont ces responsables-là qui doivent répondre. Eh bien, s'ils ne prouvent pas que ces sociétés n'ont pas d'agrément, s'ils ne les arrêtent pas, s'ils n'empêchent pas ces sociétés de prospérer, eh bien, ce n'est pas aux petites radios qui cherchent des nem-nem que vous allez dire, eh bien, ne passez pas une telle pub. Non, ils passent même des pubs des guérisseurs, des traditionnels Bayala et autres. Vous voulez leur dire de ne pas passer la pub de Cunette? Bien. Oh, les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Suite FM Guinée, tous les soirs, vous avez donc accès à cette émission. On parle femmes ce matin dans notre émission. Les femmes de Guinée à l'instar de toutes celles du monde. Donc en effet, demain, jeudi 8 mars 2018, donc au cœur de la célébration donc, de cette année ici en Guinée, défis et opportunités pour les femmes rurales pour être autonomes sur un plan plus général pour les femmes, pour réduire donc les inégalités entre elles et les hommes. Pour y arriver, les autorités guinéennes entendent aider donc plus de femmes à avoir accès au microcrédit. L'expérience de MUFA étant une source de motivation par les résultats produits donc sur le terrain. Au-delà de cette problématique, il faut dire que cette fête intervient dans un contexte de recrudescence de violence de toute nature contre les femmes. Comment l'État compte-t-il s'employer à améliorer la condition féminine en Guinée? Et toutes ces questions, beaucoup de questions à poser ce matin à Madame Diaby Adiamaria Massila. Elle est ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Nous allons l'appeler ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Et puis on va s'intéresser aussi à cette marche, la marche blanche voilà, des femmes de l'opposition guinéenne ce mercredi, donc ici à Conakry. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus avec Madame Ba Maïmouna Diallo. Elle est présidente du comité national des femmes de l'UFDG, ancienne ministre donc de la République. Et puis on va essayer de faire aussi un saut du côté de la constitutionnelle ce matin avec entre autres Monsieur Salif Oussila, ancien ministre de la Justice, et la cellule d'Alain Diallo, président de l'UFDG. Et nous attendrons donc dans la deuxième partie de l'émission. On fait une pause de 10 minutes et on revient. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.